Pour cette dernière présentation de ce soir, je vais vous partager, comme je vous l'ai dit, un peu le résultat de mes différentes expérimentations, recherches ces derniers mois en matière de multithreading. C'est un sujet qui devient de plus en plus actuel, ça fait un moment qu'il est sur le devant de la scène. Mais il y a beaucoup d'effervescence, notamment dans la communauté. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent au niveau du langage C++, puisqu'il y a des vrais besoins, il y a des vrais challenges. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon, un petit voyage entre, qu'est-ce qu'on connaît du multithreading à l'heure actuelle et pourquoi est-ce qu'on n'est pas satisfait des solutions actuelles et vers où on veut aller. Et avant, j'aimerais savoir qui c'est qui a déjà fait la programmation multithread ici? D'accord. Vous avez utilisé des threads, je suppose. Qu'est-ce que vous avez utilisé d'autre éventuellement que des threads? Ou peut-être des abstractions d'un peu plus haut niveau? Ouais, les atomiques. Bon, on va voir ça. Donc le plan, je vais essayer d'un peu de resituer les enjeux du multithreading. Donc moi je ne suis pas un super expert, hein. J'ai aussi récupéré pas mal de choses, c'est juste que c'est des présentations que j'ai bien aimées. J'ai essayé de partager voilà, les passages que j'ai bien aimés dans ces présentations. Et donc voilà, c'est ce qui m'a aidé à comprendre et à progresser dans ma pratique du multithreading, introduire des notions, puisque avant, moi je parlais de thread, il y a en fait différentes notions qu'il est intéressant de distinguer. Et après, on va parler effectivement donc, de programmation via les atomiques, c'est-à-dire de la programmation log-free, donc sans log, sans verrou. Parler un peu de la programmation asynchrone. Et puis, et aussi une introduction, puisque je ne suis loin d'être un expert de ça, mais de Boost Asio. Je parle de Asio parce que c'est tout court, est en train d'être standardisé au niveau du standard C++. Donc c'est doublement plus intéressant d'investir dans cette bibliothèque parce qu'elle a de fortes chances d'être disponible avec tous les compilateurs à moyen voire court terme. Donc il y a ce passage que j'ai bien aimé. Donc quand en général on s'intéresse au multithreading quand on a des soucis de performance. Donc quand on a un problème de performance, tout de suite on pense au thread. Et alors, avant on avait un problème et maintenant le programmeur il proba 2 lemmes. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'on a 2 threads qui font le travail et puis du coup il y a des problèmes de synchronisation et le résultat de l'un vient se mélanger avec le résultat de l'autre. Et donc effectivement, loin de résoudre notre problème de performance, ça introduit des problèmes de corruption de données. Donc c'est là où on commence à s'arracher les cheveux et on commence à déchanter face aux promesses d'avoir un code qui tourne sur 8, 16, 64 cœurs. Donc avant de rentrer un peu dans le sujet, un thread c'est quoi un thread? Donc souvent on a une vision, en plus on est ingénieur, très technique. Donc un thread déjà on a tendance à le réduire à juste un fil d'exécution. Mais ce n'est pas qu'un fil d'exécution, ce sont des zones mémoire qui lui sont réservées. En particulier une pile. Un thread c'est pas qu'un fil d'exécution. C'est pour ça que le terme processus léger est peut-être plus juste. Il y a des zones de mémoire qui lui sont réservées. Il peut avoir ses propres données, c'est-à-dire des données statiques mais spécifiques à ce thread là. C'est standard, c'est plus 11, vous avez un mot-clé spécifique, vous pouvez marquer vos données comme thread local et elles seront spécifiques à votre thread, global mais spécifiques à votre thread. Et puis il y a la pile qui consomme en fait de l'espace mémoire. Donc c'est aussi un obstacle à augmenter de façon déraisonnée le nombre de threads sur votre machine. Si vous instanciez 1000 threads, vous instanciez 1000 piles, si elles font 1 méga chacune, boum, ça vous fait 1 giga de données comme ça. Donc mais d'un point de vue un peu plus peut-être abstrait, conceptuel, qu'est-ce que c'est un thread? Alors il y a certainement différentes visions, mais moi celle qui m'a fait réfléchir, c'est de voir considérer le thread comme un automate en fait. Et la caractéristique, c'est que cet automate, donc il y a différents états, mais ces états, moi j'en étais pas trop conscient parce que c'est géré de manière transparente par le système d'exploitation. Donc pour vous, le système d'exploitation fait basculer entre l'état en cours d'exécution, bloqué, en attente d'exécution, suspendu, et donc il bascule comme ça les différentes machines d'état. Quand il y en a une qui est bloquée, il prend son contexte, il le sauvegarde, il restaure le contexte d'une autre machine d'état, et il fait donc comme ça des transitions de machines d'état sur le processeur. Donc c'est quand même une abstraction vraiment très générale, et peut-être même un peu trop générale, c'est pour ça qu'il y a intérêt à introduire des notions, des abstractions un peu plus fines pour correspondre à différents types d'usages et nous permettre d'être plus efficaces et plus simples. Donc le thread, alors ça fait longtemps qu'on les a en C++, mais ils sont réellement supportés par le standard que depuis la norme de 2011.
Donc ça ne se réduit pas à le simple ajout du header threads et la classe stdthread. Il a fallu en fait revoir, il y a tout un tas d'implications au niveau de ce qu'on appelle le modèle mémoire. Il y a tout un tas de choses qu'il a fallu introduire dans la norme. Il a fallu tout éplucher toute la norme pour vérifier où c'est qu'il y avait des risques de corruption de données. Donc les 1000 pages de documents, voir où sont les potentiels problèmes. Une des modifications, par exemple, qu'il a fallu introduire, c'est l'initialisation thread safe des objets statiques. Donc si vous déclarez un mutex statique pour sécuriser votre code, il faut que lui-même, ce mutex, il puisse être construit de façon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, vous savez, le fait la poule. Il faut que le mutex, le compilateur, fasse en sorte qu'il soit construit de manière thread safe, sinon, si lui, il est déjà corrompu sa propre construction, ça ne va pas le faire. Donc il y a ça, mais il y a aussi des choses un petit peu plus tricky. Donc là, je vous montre un petit bout de code. On a deux fonctions qui chacune incrémente en boucle. Bon, j'ai fait de l'overflow, mais c'est pas grave. Chacune un petit compteur dans son coin. Et ça, c'est un code. Si on l'exécute avec un compilateur, en tout cas qui ne supporte pas la norme 2011, on va avoir un souci. Alors qu'a priori, il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez pourquoi ça peut poser problème, ça? Donc c'est deux fois le même code. On a un short int, une fonction qui fait while true, j'incrémente mon int. Il n'y en a pas d'erreur de copier-coller, chacun incrémente bien son int, et pourtant on peut avoir des rest conditions là-dessus. Alors je vous donne un indice, si je remplace le short, en tout cas sur mon CPU, je remplace le short par un long, ça marche. Si je mets un short, ça ne marche plus. Pourquoi? Vas-y. Parce qu'ils sont dans le même double mot en mémoire. Eh oui, parce j'ai une machine 32 bits. Et la machine, le jeu d'instruction de mon ordinateur impose la contrainte auprès du compilateur qui est que les accès mémoire se font par mot de 4 bits. Donc même si je suis intéressé que par 2 bytes, 2 octets, même si je suis intéressé que par 2 octets, mes accès se font par paquet de 4, je modifie les deux qui m'intéressent et je réécris 4 d'un coup. Donc là, dans ce cas-là, quand je lis N2, je lis aussi N1. Et je vais finalement, quand j'écris N2 avec une nouvelle valeur, j'écris N1 avec la valeur que j'avais lue moi à ce moment-là. Donc c'est comme ça, et ce genre de cas a été considéré et normalement est résolu au niveau d'un compilateur, c'est plus 11, c'est-à-dire que là il n'y a pas de souci, le compilateur fait bien attention de disposer vos globales, vos objets de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque qui se marche sur les pieds à l'exécution. Donc les notions qu'il est intéressant vraiment d'introduire et de distinguer, c'est la notion de concurrence d'un côté et la notion de parallélisme de l'autre. Moi, je résume du mieux que j'ai pu comprendre. La concurrence, c'est juste le fait d'avoir un accès simultané, donc en concurrence, sur une même ressource, une même zone mémoire. Donc c'est là où il y a des risques de collision, donc il y a des risques de corruption, et ça introduit naturellement le besoin de synchroniser les accès. Les seuls cas où ça ne pose pas de problème, si c'est que pour de l'accès en lecture seul. Donc là, chacun peut lire en même temps, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a, ne serait-ce qu'un seul qui veut modifier, pendant que les autres sont en train de lire, alors il faut introduire une barrière, un verrou, et chacun passe après son tour. A l'inverse, le parallélisme, juste en tant que notion de base, c'est juste le fait d'avoir des fils d'exécution en parallèle, et ces fils d'exécution peuvent être totalement décorrélés. Et c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait du parallélisme qu'on fait de la concurrence, et on a même intérêt à faire du parallélisme sans la concurrence. Ça veut dire qu'on a des blocs de fonctions qui travaillent sur des blocs mémoire qui leur sont spécifiques et qui ne sont absolument pas connectés aux autres. Et chacun travaille sur son morceau à lui, bête et méchant, il avance, il n'y a aucun souci, pas besoin de synchroniser. Et ça permet de passer un code de 1 à 10 000 processeurs de manière très safe et très facile parce que chacun a son bout de code, il l'exécute et c'est réglé. Donc évidemment, il y a des algorithmes qui se prêtent plus facilement à ça. En général, c'est une même fonction qui va travailler sur une petite portion de programme. Donc si vous avez un énorme tableau à trier, par exemple, c'est le même algorithme de tri, mais alors peut-être que le tri c'est pas bon, mais en tout cas pour vous donner une idée, chacun va travailler sur une petite portion du tableau, et va travailler que là-dessus, donc chacun peut travailler en parallèle. Et après, des fois, il faut répéter l'opération, mais c'est un peu l'idée. Donc, par rapport à la synchronisation, donc liée à la concurrence, on a cette section qui est dangereuse, où il y a un risque de corruption donnée, on va la protéger. Et c'est une section qu'on appelle donc section critique, parce que c'est là qu'il y a un risque. Donc on va la protéger donc avec un verrou en général. Il y a un verrou qui contraint l'entrée.
Et tant que le verrou est verrouillé, eh bien, on est dans la section critique. À partir du moment où on libère le verrou, eh bien, on sort et à nouveau on peut tourner en mode parallèle tous les threads à la fois. C'est la fête, quoi. Donc, donc en général, quand on a un code multithread, on raisonne, ok, là j'ai un risque sur cette portion-là, j'ai créé un lock et voilà, j'ai bien bossé, je peux rentrer chez moi, j'ai résolu le problème. Le souci, c'est que le verrou, eh bien, faut imaginer, vous avez vos threads, donc ils sont tous en parallèle, et le verrou, c'est une sorte d'énorme goulot d'étranglement, c'est comme sur l'autoroute, hein, on roule à fond, puis on arrive au moment du péage, et bien là, il n'y a qu'une seule barrière qui s'ouvre, et on passe un après l'autre. Donc c'est vraiment, ça vient ruiner tout le potentiel parallèle de votre machine. Et il y a une loi, donc c'est un monsieur, je crois dans les années 70, monsieur Amdahl, qui a réussi à sortir une équation mathématique sur le gain voilà, maximal qu'on peut attendre d'un code en le multipliant sur des processeurs en fonction du pourcentage du code qui peut être parallélisé. Donc, alors ça ne se limite pas aux sections critiques, mais souvent, en tout cas dans mon expérience, c'est au niveau des sections critiques qu'il y a une sérialisation où les threads ne peuvent plus travailler, mais sont obligés d'attendre pour qu'un autre thread lui donne la main. Et donc si vous avez juste 5% de tout votre temps qui est passé dans une portion de code où vous pouvez être le seul à avoir la main, eh bien d'un point de vue, vous avez une limitation théorique, je crois, à peu près à 20 threads. Si vous avez 5%, vous ne pouvez pas, même si vous avez 200 processeurs, vous ne pourrez pas en exploiter plus de 20 à la fois. Et en termes de gain, il faut par exemple, si vous avez 8 cœurs, eh bien, ce n'est pas parce que vous multipliez par 8 votre nombre de cœurs que vous aurez un gain x8, vous aurez un gain x6 dans ce cas. Ça reste quand même correct. Mais si on passe à seulement 10%, et c'est loin d'être... c'est en fait assez facile d'atteindre 10% de son temps dans les synchronisations, eh bien, avec 4 cœurs, je n'ai plus qu'un gain x3. Et si je suis à 25%, avec 8 cœurs, eh bien, je n'ai que un gain facteur 3 dans l'exécution de mon code. Et pourtant, tous mes CPU seront à 100%, mais le code va être brûlé dans la synchronisation, il y a un overhead et on part dans un gaspillage de ressources et on atteint une limite assez décevante. C'est quelque chose que j'ai constaté moi il y a quelques mois et j'avais malgré mes 8 cœurs, eh bien, j'avais un gain, c'est ça, je devais être à 25% de temps au niveau des synchronisations et j'ai dû réécrire un petit peu mon code pour ne plus avoir besoin de passer un lock et donc de x3 au niveau de gain je suis passé à quasiment x8 dans mon code. Donc la règle essentielle à retenir c'est une section critique, c'est réellement critique aussi en termes de performance et il faut qu'elle soit le plus courte possible. Donc prendre le lock au dernier moment, faire le minimum de choses et le relâcher le plus vite. Alors ça, c'est l'approche classique, telle qu'en tout cas moi je l'ai apprise et qui est assez populaire historiquement, on vient de là. Mais voilà, il y a de plus en plus de voix qui se font entendre, notamment cette conférence si vous allez sur le GitHub, vous pourrez cliquer sur le lien ou noter le titre. Donc ça dure 1 heure. Hein. Mais c'est grosso modo la personne explique que programmer avec des threads, c'est comme programmer avec des Goto il y a 40 ans. Il faut passer à autre chose, il faut passer à des abstractions un peu plus élevées. Donc un peu comme le gap qui est entre un Goto, une boucle for et une boucle for à la STL, et il y a un peu la même chose au niveau de la programmation parallèle. Et donc surtout il présente les choses comme l'enfer du multithreading, il est dans la concurrence. Par contre le paradis, entre guillemets, il est dans le parallélisme. Donc si vous avez des fonctions pures justement, donc des fonctions qui n'ont pas d'effet de bord, qui travaillent sur leur morceau de code à elles, de données à elles, eh bien vous pouvez très facilement les paralléliser. En tout cas les lancer en parallèle. Le challenge ensuite c'est comment récupérer les résultats et en faire quelque chose. Donc, donc là, je vais un peu anticiper la suite. Donc, dans l'idéal, chaque tâche devrait travailler sans effet de bord sur son propre morceau de données. Et c'est là où, en fait, le dogme de faut surtout pas copier les données, ça peut prendre du temps. Eh bien, ça peut être intéressant de copier les données, en fait, parce qu'à partir du moment où, si sur 8 corps, j'ai 5 corps qui passent leur temps à brûler du temps pour juste me synchroniser, copier même un grand tableau, ça va assez vite. Et par exemple, copier la donnée, ça peut être quoi ? Si vous avez par exemple une grande map, vous avez différents threads qui font des calculs et qui ajoutent dans la map, avant d'ajouter dans la map, je dois poser un lock au cas où, rajouter ma donnée et déloquer. Et peut-être que chaque thread peut travailler avec sa propre map dans son coin. Et c'est seulement une fois que chacun a terminé son travail qu'on va fusionner les maps entre elles. Et ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Et ça peut permettre comme ça à chaque thread de travailler sans prendre aucun verrou. Et ce principe,
je crois que c'est développé, c'était un peu théorisé par Google, mais je crois que ça vient aussi du monde fonctionnel. On en parle en général de map-reduce. Ce sont deux phases, un peu comme inspiration-expiration. Le map, je vais prendre une opération que je vais dispatcher sur tout un tas de segments isolés, et le reduce, je vais faire l'inverse, je vais récupérer les résultats et les fusionner. Pour faire un parallèle avec la compilation, eh bien, le map, c'est je compile plein d'unités de compilation différentes, chacun dans son coin, et le reduce, c'est le linker, j'apprends, j'agrège tout ça, et j'en fais un résultat final. Donc au niveau du comité, donc c'est C++11 a en fait posé les bases. Hein, on a les threads, on a les mutex, on a les atomics, et on a un petit peu d'asynchrone, on va voir ça après. Et en ce moment, il y a beaucoup de travaux pour, bien, à partir de ces bases qui étaient nécessaires, donc les fondations, construire des abstractions plus importantes. Notamment, on l'a vu, là, en C++17, il me semble, on est sûr d'avoir la version parallèle de la STL, quoi. Donc c'est une des premières choses qui va arriver. Il y a d'autres choses qui devraient arriver plus tard. Donc le principe, c'est d'oublier un peu de raisonner en termes de thread et de mutex, mais de juste focaliser juste en termes de tâches. Je développe une tâche, et cette tâche, d'une façon ou d'une autre, je me débrouillerai pour l'exécuter en compagnie d'autres tâches. Donc voilà, au niveau des autres pistes de travail du comité, et pas que du comité, donc bon, la STL parallèle, donc on a Boost Asio, je vais en parler vite fait. Et après, il y a au niveau de l'instanciation en parallèle, développement asynchrone, composer les résultats. Et après, il y a les coroutines, qui est un peu le sujet chaud en ce moment, quoi. Donc au niveau de la programmation log-free. Donc log-free, c'est quoi? C'est qu'on se débrouille pour pas utiliser de mutex. Le mutex, c'est assez coûteux, parce que si jamais je n'ai pas le mutex, je me fais préempter par le système d'exploitation. Donc déjà, il y a un aller-retour avec le kernel. Je perds le droit d'utiliser le processeur, et à partir de là, mes performances sont dégradées. Comment faire ça? Eh bien, quelquefois, c'est possible. C'est-à-dire, si vous faites des opérations qui sont très simples au niveau d'instruction machine, comme incrémenter un compteur, eh bien, le processeur vous met à votre disposition des primitives qui fait que lui, il va s'occuper de faire ça de manière thread safe pour vous. Donc, c'est une instruction machine spécifique, donc ça demande un support hardware spécifique, mais grosso modo, le processeur va, lui, derrière, il y a quand même une histoire de verrou. Il va poser un verrou au niveau du cache, mais c'est quand même nettement plus rapide que de faire ça au niveau pur software avec des allers-retours dans le kernel. Donc c'est un peu plus lent qu'une instruction machine qui ne fait aucun lock du cache mémoire. Mais c'est quand même nettement plus rapide, et du coup c'est quand même super tentant d'utiliser des atomiques partout dans son code pour avoir un code super rapide. Donc ça, c'est la tentation qui est bien compréhensible, mais à l'usage, en fait c'est assez casse-gueule, assez facile de se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'une opération atomique, c'est vraiment je fais une seule chose et point barre. Et là, alors j'ai écrit un pseudo-code. On pourrait trouver mais ça c'est tiré d'un vrai bug qu'on trouve typiquement dans une classe du genre pointeur intelligent. Donc un pointeur intelligent, c'est quoi? J'ai un pointeur qui est partagé entre toutes mes instances de pointeurs. Donc je vais incrémenter le nombre d'utilisations ou le décrémenter. Donc dans le constructeur, j'incrémente, dans le destructeur, je décrémente. Et si je suis à 0, je délète mon objet. Et donc là, pour mimer ce fonctionnement-là, j'ai deux fonctions. Une qui est useMyClass. Donc si le compteur atteint 0, je l'instancie, j'incrémente le compteur et je renvoie. Sinon, si ça a déjà été créé, je renvoie le pointeur. Et quand je release ma classe, je décrémente le compteur. Quand je suis à 0, je délète cet objet. Donc là, j'utilise bien un objet atomique. Ça fait que mon code est, en théorie, il est thread safe. Et pourtant, il va y avoir un problème. Est-ce que vous pouvez voir lequel, peut-être? C'est la count qui est thread safe. Je veux dire, on fait le if count, puis après, on n'utilise plus le count. Oui, au niveau de l'utilisation de la classe. Mais même, imaginons que ta classe, tu fais que la lire, donc tu ne la modifies jamais, donc il n'y a pas de risque. Tu peux avoir, dans ce cas-là, une fuite mémoire, en fait. Deux fois en même temps. Non. Par exemple, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais si jamais il y a deux useMyClass puis en même temps, les deux sont égaux à 0 sans avoir incrémenté le... C'est ça. Et c'est un cas classique, c'est-à-dire qu'en fait là, je n'ai pas une opération atomique. J'ai deux étapes. J'ai une étape, je teste la valeur du compteur, et ensuite, je le modifie. Et c'est plus atomique. C'est très tentant, c'est très facile en fait de tomber dans des travers comme ça, mais ce n'est plus une opération atomique, parce que certes mon compteur est atomique, mais ma manière d'utiliser, j'ai deux opérations,
et du coup, eh ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être des façons de s'en sortir, mais là, typiquement, c'est un travers, ce qui fait que la première fois, eh ben, voilà, tous les deux vont tomber à 0, il va y avoir 2 allocations de myClass, et il y en a un dans le lot qui va être perdu, quoi. Donc en fait, le message que je fais passer, c'est ouais, certes, l'atomique, ouais, c'est tentant, mais attention, attention, les mutex, il faut faire attention, et l'atomique, il faut faire encore plus attention. Mais voilà, si vous avez besoin, si c'est pertinent, tournez-vous vers ce qui a été fait, ce qui a été validé, notamment Boost fournit des classes en header only, donc vous avez juste à l'inclure. Donc Log3 fournit 2 principaux conteneurs, une stack et une queue, qui s'occupent voilà, d'offrir une interface sans log, c'est-à-dire vous avez alors c'est des listes, enfin donc c'est stack ou queue, donc ça, vous pouvez juste ajouter des éléments et les enlever. Et ça se fait de manière thread safe sans avoir de verrou, donc sans vous bloquer. Il y a une version un peu particulière qui s'appelle, alors le nom est un peu bizarre au début, SPSC_Q. C'est Single Producer, Single Consumer. C'est si vous avez un seul thread qui produit, un seul thread qui consomme. Alors là, ils arrivent même à se débrouiller à ne pas utiliser de atomique du tout. Ils utilisent encore un truc encore plus bas niveau qui sont des barrières mémoire, en fait, des defenses, des façons de s'assurer que l'optimisateur ne va pas chambouler les choses. Mais c'est vraiment un cas particulier. Mais ça, disons que le modèle d'utilisation de ces conteneurs-là peut être adapté si vous avez le cas classique du producteur-consommateur implémenté dans votre code. Donc ça, voilà, vous pouvez arriver à avoir une liste. Donc ça, en plus, c'est un ring buffer qui va gérer, d'un côté, je produis, de l'autre, je consomme. Et puis, ça se fait sans avoir besoin de mutex. Alors, il y a quand même, évidemment, une petite nuance. C'est est-ce que mon buffer, est-ce que ma liste, elle est de taille fixe ou dynamique? C'est vous qui choisissez à l'instanciation, dans son type, vous spécifiez si vous voulez qu'il soit donc c'est vraiment au niveau du type de l'objet. Hein, vous spécifiez s'il doit être de type fixe, de taille fixe ou de taille dynamique. Si c'est taille fixe, alors il n'y a pas de réallocation possible, donc il est tout le temps lock-free. Évidemment, si vous lui dites, oui, si jamais tu es plein, je veux que tu redimensionnes, là il ne peut plus vous offrir la garantie d'être non bloquant, puisqu'il faut qu'il réalloue de la mémoire, etc. Donc là, il peut être bloquant. Donc voilà, il y a une fonction push pour ajouter et une fonction pop pour lire le contenu de l'objet. Il y a une fonction membre intéressante, enfin il y en a plusieurs, qui accepte une lambda. Donc là, la fonction consume all, je lui donne une lambda et il va exécuter ma lambda en lui donnant chaque élément de ma liste en les enlevant de la liste à chaque fois. Donc c'est assez sympa comme interface. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller voir les slides en ligne. Ouais, donc maintenant, on va parler un peu de la programmation asynchrone. Donc, je vais d'abord parler un peu des pools de threads. Donc, au début, le thread peut quand même convenir quand vous avez une longue opération que vous voulez faire en tâche de fond. Typiquement, vous avez un serveur qui doit envoyer, vous voulez uploader un fichier vers un serveur, ça prend du temps, donc vous créez un thread pour ça, il fait sa longue opération seul dans son coin, et ça peut être pertinent de faire ça. Mais souvent, voilà, on veut instancier des tâches. Quand on commence à instancier régulièrement des tâches pour un besoin ponctuel, créer un thread, le faire bosser, le détruire, c'est pas super optimal, surtout quand on veut en plus découpler la notion de je développe des tâches d'un côté et j'ai un gestionnaire, un exécuteur de thread de tâches de l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On introduit la notion de pool. Donc le pool, c'est un objet qui s'occupe d'exécuter les tâches pour vous. Donc en fonction du nombre de processeurs disponibles sur votre machine, il se débrouille lui à créer le bon nombre de threads qu'il faut. On appelle ça des worker threads, donc des threads de travail qui sont en attente, ils se tournent les pouces jusqu'à ce que vous leur confiez des tâches. Et à ce moment-là, l'exécuteur, le thread runner va dispatcher les tâches en fonction des threads qui sont disponibles. Donc en général, un peu la façon ancienne ou dans d'autres langages très héritage, programmation objet, il fallait, on peut avoir tendance à hériter d'une classe du genre Runnable. En C++, on a les foncteurs, on a les lambda, donc on ne s'embête même pas. N'importe quel objet qui a une syntaxe collable, on appelle les parenthèses et il s'exécute, peut être passé en tant que tâche. Donc au niveau de Boost, j'ai trouvé une classe thread pool, mais qui n'est pas documentée, j'étais un peu surpris de la trouver. Parce que moi, quand j'ai cherché à faire, j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de vrai thread pool. Il y a une classe thread pool
thread group, pardon, qui est une classe utilitaire juste pour gérer un groupe de threads. Donc elle s'occupe de créer des threads, donc on lui passe la fonction à exécuter au sein du thread. Et puis, elle s'occupe ensuite de faire, grosso modo, elle met à disposition la fonction join all qui permet d'attendre que tous les threads aient fini de s'exécuter. Et ensuite, elle s'occupe de libérer les threads. Donc, ce n'est pas une classe qui est très violente, mais voilà, elle rend service. C'est tout header only, donc on l'inclut juste. Là, comme ça, elle ne présente pas non plus un énorme intérêt, mais son intérêt, c'est qu'elle se combine bien à Asio, justement, qui, Asio, lui, s'occupe plutôt justement du dispatching et pas de la création et de la gestion d'un groupe de threads. Donc les deux vraiment se combinent ensemble et c'est ce que je vais vous montrer un peu plus tard. C++11 a introduit une fonction qui s'appelle async. On la trouve aussi sous un autre nom, donc Qt, donc une bibliothèque qui est bien implantée au sein de la communauté C++, fournit un modèle Qt concurrente qui est un équivalent, pas tout à fait pareil, mais un équivalent qui s'appelle Qt concurrente run. Donc ces deux fonctions, on leur donne un objet collable, une lambda, une fonction, et ils vont se charger de l'exécuter dans un autre thread. Donc chez Qt, il a déjà lui son petit pool de threads, il va donc dispatcher ça. Dans le cas de std5, ce n'est pas nécessairement exécuté dans un thread, à moins de le spécifier explicitement. Mais c'est de la programmation asynchrone, et asynchrone, ce n'est pas nécessairement parallèle non plus. Donc la question, c'est très sympa, je dois exécuter ma fonction dans un autre thread, c'est super, c'est facile, je la passe à S5 et c'est exécuté. La question c'est comment je fais pour récupérer le résultat de cette opération que j'ai lancée de façon asynchrone. Là je dis démarre, dans ce cas-là j'utilise la STL pour chercher l'élément minimal sur un long tableau. Je dis ben voilà, démarre dans un autre thread la recherche et maintenant comment je fais pour récupérer ce résultat. Donc la question que je vous pose là, c'est, peut-être ceux qui savent, vous attendez juste quelques secondes, c'est quel est le type de retour d'une fonction asynchrone comme ça, qui démarre une opération, mais il n'y a pas encore de résultat à me renvoyer. Alors du coup, il me renvoie quand même quelque chose, mais comment ça fonctionne? Est-ce que vous connaissez ça? Par rapport à ce challenge de devoir quand même, mon opération n'est pas terminée, mais il faut que j'ai un moyen d'interagir avec elle pour récupérer son résultat, on a introduit il y a la notion d'objet futur, ou plus exactement peut-être de résultat futur. Donc A5 va vous renvoyer un résultat futur. Et donc ça vous permet de manipuler un objet que vous n'avez pas encore. Et tant que vous ne cherchez pas à récupérer sa valeur, il n'y a pas de souci. Et c'est qu'au moment où vous dites, maintenant, donne-moi la valeur de cet objet, que soit la valeur est disponible et il vous la donne tout de suite, soit le résultat n'est pas fini d'être exécuté. À ce moment-là, vous serez bloqué tant que ça ne sera pas fini. Donc c'est tout simplement ce qu'on appelle un proxy, c'est une petite classe qui va gérer ça pour vous de garder une handle, une poignée, un lien avec la tâche qui a été lancée. Il y a un autre élément aussi, c'est si une exception a lieu dans votre tâche, eh bien l'exception va être catchée par le task runner, il va la mettre de côté et il va la donner justement à votre futur. Et quand vous ferez dans l'autre thread, vous direz, maintenant, donne-moi, je veux lire le résultat du calcul que j'ai lancé il y a plusieurs secondes. Lui va dire, il n'y a pas de résultat autre que, voici l'exception qui a été lancée dans l'autre thread. Donc il va comme ça transmettre l'exception depuis un thread jusqu'au vôtre. Donc il faut peut-être faire attention, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des exceptions qui peuvent être levées si le code que vous exécutez de manière asynchrone est susceptible de le faire. Donc, alors, pris tout seul comme ça, c'est en fait assez pauvre d'utilisation, c'est assez limité. 5, voilà, je lance un calcul, éventuellement je fais autre chose, puis je le récupère. Là où ça commence à devenir super intéressant, c'est quand on peut ensuite les composer entre elles. Et c'est là où le sens de manipuler un objet dont on n'a pas encore le résultat est intéressant, parce que dans ce cas, je commence à lancer un calcul, je récupère le résultat futur, et déjà je le donne à une autre fonction, je lui dis, écoute, toi, tu recevras plus tard ce résultat, et tu feras ça. Et on commence comme ça à chaîner entre elles des appels asynchrones, et à construire en fait un graphe dans lequel mes informations vont circuler. Et tout ça sera exécuté de façon asynchrone par un pool de threads en fait.
Donc ça, il n'y a rien en standard à l'heure actuelle en C++, mais il y a pas mal de travaux qui sont faits là-dessus. Et donc là, typiquement, je construis juste. Alors ça vient, je crois que c'est assez populaire sur des frameworks du type Node.js où ça permet d'être très réactif. J'ai un client qui se connecte, et je lui dis, écoute, je lance telle opération, et puis quand elle a terminé ses exécutions, je la pipe. En fait, c'est comme si on construisait des pipes, on construit un flow d'informations, et puis ensuite elle fera ça, et ensuite elle fera ça, ensuite elle fera ça, et moi j'ai terminé. Et en background, ces opérations, quand elles sont prêtes à être exécutées, elles sont exécutées. Donc le mot-clé, la manière dont on désigne cette composabilité au niveau des futurs, c'est en général avec le mot-clé zen. Vous pouvez avoir des variantes aussi, vous avez par exemple, au lieu de faire zen, 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 vous faites on error. Vous donnez aussi une callback, et si jamais il y a une erreur, eh bien tu appelles ça au lieu d'exécuter l'objet que je t'ai donné par then. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Alors donc rien encore en C++, mais c'est dispo dans la version, dans la bibliothèque de thread que fournit Boost. Donc si vous intéresse, je vous invite à jouer un peu avec. Donc maintenant on arrive à Asio. Alors Asio, a priori, moi je pensais que ça voulait dire asynchronous input-output. Il semblerait que ce soit en fait un peu un jeu de mots. Le mec qui a fait ça, c'est un Australien. Il y a les services secrets australiens qui s'appellent, je crois, comme ça. Donc il a fait un petit jeu de mots. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est qu'à la base, Asio, c'est pas une bibliothèque pour faire du traitement comme ça parallèle de tâches. À la base, c'est pour traiter le problème des entrées-sorties asynchrones, notamment en termes de programmation réseau. Parce que si j'ai un serveur qui doit traiter 10 000 requêtes en même temps, je peux avoir 10 000 clients qui me demandent d'afficher une page web. Je ne peux pas comme ça créer 10 000 threads, enfin ça ne va pas. Qui bloquent tous sur la carte réseau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des opérations de lecture-écriture asynchrone. Donc le serveur, il reçoit une demande de page web, il fait très bien, tu veux cette page web, je lance une opération lecture depuis le disque. Je la chaîne à, une fois que j'ai reçu les données depuis le disque, j'écris dans la socket et je m'arrête là. Et quand le système d'exploitation dit « Ah ça y est, je te fournis les données que je suis allé chercher sur le disque », eh bien il y a juste la glue qui fait « maintenant tu les envoies sur la socket » et ça repart et ça rend tout de suite la main et par un système de chaînage comme ça de callback. Et Asio permet de faire ça déjà en fournissant, il faut qu'il y ait une interface au niveau de l'OS qui soit fournie pour ça, pour qu'il y ait des appels asynchrones, donc non bloquants possibles sur des opérations qui sont traditionnellement synchrones. Donc des lectures, écritures sur des sockets, par exemple sous Windows ça fonctionne aussi avec des accès fichiers. Donc nous on va pas, moi je ne l'ai pas utilisé dans ce contexte-là, j'ai utilisé pour faire mon petit task runner, et c'est en fait assez simple d'emploi. Donc on a une classe qui s'appelle service.io, qui est un peu le point d'entrée, qui est le service asynchrone fourni par Asio. Il y a deux fonctions élémentaires, il y en a une qui est post. Post, ça permet de rajouter une tâche à traiter, et run, ça exécute les tâches qui sont en attente. Donc l'idée, c'est de faire exécuter la fonction run de traitement par des worker threads. Donc là, ce qu'on va faire, je commence par créer une liste de tâches, donc c'est du pseudocode, donc je vais créer 10 tâches, donc je vais faire 10 appels à poste, je mets en attente dans ma queue 100 tâches à exécuter, et ensuite avec le fameux thread group, je crée autant de threads que j'ai de processeurs sur ma machine, et après pour chacun des threads, je dis exécute la fonction run. Donc la fonction run, on retrouve un peu le map, c'est-à-dire la fonction run de IO est exécutée en parallèle, et à chaque fois, chaque thread run va lui renvoyer, va dépiler une tâche de ma queue, va l'exécuter, et ainsi de suite jusqu'à ce que la file soit vide. Alors du coup, run, quand il n'y a plus de tâches à traiter dans sa liste, il rend la main. Donc avec un exemple comme ça, c'est un peu décevant parce qu'une fois, je dois d'abord créer mes tâches, parce que si mes threads n'ont rien à exécuter, ils vont quitter tout de suite. Et une fois que mes threads ont fait tout le boulot, ils se terminent. Et donc j'ai perdu tous les threads que j'ai créés et je ne peux pas les recycler. Donc pour informer Asio que je ne veux pas que mes threads se terminent, on instancie un objet de type work. Et cet objet, il n'a aucune fonction membre. C'est juste le fait qu'il existe. Asio que, attention, moi je représente un travail en cours, donc tant que j'existe, la fonction run ne doit pas rendre la main. Donc on instancie la classe work,
On crée le groupe de threads et on leur dit, ben voilà, chaque thread, tu vas exécuter la fonction run. Et tant que work existe, eh ben, les threads seront bloqués en attente sur la fonction run. À partir de là, eh bien, je peux générer tout un lot de tâches. Donc, dès qu'il y a des tâches qui sont rajoutées dans la queue, eh bien, les threads vont commencer à les traiter. Au passage, là, j'utilise la fonction poll. Donc, la fonction poll, c'est comme la fonction run, sauf que elle, si elle n'a rien à traiter, elle rend la main tout de suite. Donc, comme là, je suis dans le thread principal, si j'avais mis run, eh ben, je serais fichu parce que j'ai créé un objet work qui dit tant que je ne suis pas détruit, le run ne rend pas la main. J'appelle run, ben, ça fait un peu deadlock. Donc j'appelle Paul pour que à partir du moment où Paul va rendre la main, je sais que ma queue a été dépilée. Je rajoute à nouveau tout un tas de traitements à faire dans mon service. Et ensuite, je détruis l'objet work. Et quand je détruis l'objet work, je sais que quand les threads se termineront, quand ils auront terminé l'exécution, donc j'utilise le groupe de threads pour faire un join dessus. Je ne sais pas si ça a été clair ce passage. Donc là, j'en ai profité pour utiliser, avant j'utilisais une lambda, là j'utilise bind par exemple pour comme point d'entrée du thread que je crée, eh bien je lui fournis, au lieu d'utiliser une lambda, j'utilise bind pour dire, eh bien, tu fais un slip de 100 millisecondes, donc avec bind, j'associe ces deux objets sans avoir à créer une lambda. Donc en conclusion, ben, en gros, les threads c'est un peu has-been, voilà, c'est un peu la conclusion de pas mal de discours sur ce sujet. La programmation log-free, il faut faire très attention, c'est très tentant, mais c'est très facile de prendre les pieds dans le tapis. Le parallélisme, voilà, sans la concurrence, eh ben, c'est the way to go, quoi. Donc c'est là qu'il faut essayer de focaliser à écrire son code, ça le rend plus lisible et aussi plus performant, plus facilement maintenable. Donc la programmation A5, comme je vous l'ai montré, c'est un truc un peu hype si vous voulez, voilà, si vous aimez les buzzwords et les sujets qui ont vachement d'activité, ben, c'est là où vous pouvez investir votre temps. Et les coroutines, eh ben, j'en ai pas parlé, parce qu'il n'y avait pas le temps. Voilà, ce sera pour une autre fois. Je vous remercie de votre attention.